Comme l'a dit le grand écrivain Jean-Louis Charles, les trois grandes époques de l'humanité sont l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la retraite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette discussion. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de vie, un chapitre de vie assez édifiant, mais souvent redouté, la retraite. Non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Monsieur Michel Avon, qui est aujourd'hui à la retraite. Nous allons aborder les différentes étapes de la préparation de ce nouveau chapitre. Nous allons parler de l'aspect financier, psychologique. Nous allons également parler des nouveaux défis de cette nouvelle routine, sans oublier les joies insoupçonnées de cette liberté retrouvée. Bonjour, Monsieur Michel, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui. Ben, ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? Ben, j'ai commencé ma première retraite en juillet 2017. Donc, ça fait bientôt, ça fait 7 ans dépassé maintenant, 7 ans et demi. Et j'ai eu une autre retraite à travers ça parce que je suis retourné une petite incursion au travail pendant la COVID. Alors, on a fait un rappel, on m'a demandé des services pour aller aider dans les CHSLD. Alors, je suis allé pendant 1 an travailler dans les CHSLD et j'ai repris une deuxième retraite. OK, donc 7 ans, ensuite, enfin 6 ans, ensuite 1 an. Non, de 2017 à 2020, donc pendant 3 ans, j'ai été à la retraite. J'ai travaillé 1 an et là, maintenant, on peut dire un autre 3 ans là, depuis... OK, ouais. D'accord. Et comment avez-vous su que c'était le bon moment? Est-ce qu'il y avait eu un déclencheur? Ben, à vrai dire, moi, la retraite, comme telle, c'était plus une démission de mon travail qu'une retraite. Mais en même temps, la possibilité de la retraite s'est pointée. Alors, j'ai opté pour profiter de mon fonds de pension et de faire autre chose plutôt que de continuer dans une condition de travail qui ne me plaisait plus du tout et qui était en train de me brûler complètement. Alors, c'est mon contexte à moi, là, mais... OK. Donc, c'était plus un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix qui a été précipité un peu parce que c'était pas le moment de la retraite que j'avais pensé au départ. À vrai dire, pendant que je travaillais, j'ai été longtemps sans penser à la retraite. La retraite, c'est quelque chose que quand on travaille, on ne pense pas nécessairement. On nous dit, c'est important de mettre un peu de sous de côté, pense à mettre des sous dans un REER, t'as un fonds de pension au gouvernement, je travaillais pour le gouvernement, j'avais un fonds de pension. Mais ce qui m'a allumé, moi, c'est que à 5 ans de l'âge d'éligibilité de la retraite, j'ai reçu une invitation à participer à une formation. Bon, OK. Ça me coûtait rien d'y participer. Alors, je suis allé par curiosité, simplement. Je pensais même pas à la retraite à ce moment-là. Donc, on était peut-être en 2012 à ce moment-là, dans ce coin-là. Et là, j'ai eu de l'information sur comment la retraite, comment la préparer au niveau financier, bien sûr. Ça, c'est un aspect important. Mais aussi au niveau social, au niveau des activités Bon, c'est différentes facettes qui étaient abordées dans cette formation-là. Ouais. OK, donc ça a été une formation très bénéfique. Mais oui, ça l'a mis en scène la possibilité éventuellement que la retraite allait arriver. Alors, mais pour moi, il était même pas question de la retraite. Vraiment. À ce moment-là. Non, parce que j'étais dans un travail qui me plaisait énormément, puis je pensais défoncer ma retraite, là, travailler longuement après la retraite, parce que vraiment j'aimais mon travail énormément. Ouais. OK, d'accord. Et comment s'est passé le dernier jour de travail? C'était quoi vos ressentis? Est-ce que vous étiez triste ou plutôt content de vous reposer enfin? Je suis pas certain de savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pendant la retraite? Non, c'est ça. Comme le dernier jour de travail. Le dernier jour, vous avez déposé les documents. OK, c'est bon, je m'en vais à la retraite. C'était quoi le tout dernier jour au boulot? C'est fini, bye les collègues, on y va. C'est certain que tu veux tout laisser. Moi, j'étais chef de service à ce moment-là. Alors, je déléguais la gestion d'une équipe au complet à une collaboratrice. Elle avait été avec moi pendant le dernier mois. Donc, on avait fait une juxtaposition. On travaillait tous les deux ensemble. Je faisais un relais. La dernière journée de travail, bien sûr,
Bon, ça avait été une journée un peu spéciale. Oui. J'ai été attendu aussi à la toute fin de la journée pour un vin d'honneur. Ouais, ok. Alors, il y avait quelque chose qui venait souligner cette partie-là. Fait que c'était particulier cette journée-là, oui. Très émouvant. C'est sûr. C'était de laisser les gens derrière, saluer les gens, de voir les lieux pour la dernière fois. Ouais. Est-ce que j'ai tout laissé Comme il correctement oui, à l'autre? Est-ce que les dossiers sont bien relayés et tout? Bon, pas trop d'inquiétude, mais quand même un petit souci là, de bien faire les choses, quoi. Mais oui, je comprends. Ouais. Pour avoir changé de boulot déjà 2 ou 3 fois, je comprends. Parce qu'à chaque fois, moi, j'étais triste. Je pleurais toujours de laisser mes collègues comme ça et de partir. Mais j'ajouterais qu'il y a toujours une petite ambivalence. Hein. Est-ce que je fais le bon choix? Ouais, Oui, c'est sûr que ça. Mais en même temps, les choses sont avancées, sont engagées. On recule plus. Alors on va de l'avant, puis on garde le sourire. Mais oui, certainement. Et comment s'est passée la transition émotionnelle les premiers mois après cette dernière journée-là? Oh mon Dieu. Oui, les premiers mois, c'est comment se sentait, comment s'est passée cette transition-là, de ne plus aller travailler, Oui, mais moi, ma situation est peut-être un peu singulière, parce que quand on se prépare à la retraite, on essaie de tout planifier correctement. Oui, sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect social, puis l'aspect familial, puis de voir les choses qu'on pouvait faire. Puis moi, je venais de m'acheter une roulotte, puis j'avais comme des projets de sortir en camping, de peut-être aller faire un voyage à long terme pendant plusieurs mois, partir. Tu sais, le rêve là qu'on peut avoir. Là, alors, maintenant qu'on a du temps, qu'on a plus de liberté et les moyens de le faire, ben pourquoi pas. Mais ma réalité a été tout autre. On va en apprendre plus. Puis je pourrais répondre sur deux aspects. Rapidement, celui du travail, c'est une coupure nette. Ok. Alors le monde social qui appartient au monde du travail s'arrête au moment de la retraite. C'est comme si c'est un deuil à faire. C'est un deuil de tout un univers qui occupe notre temps quotidiennement, jour après jour. On investit dans notre travail énormément. On se fait des relations souvent plus proches que d'autres, même des amitiés qui se construisent là-dedans. Et au moment de la retraite, c'est comme si tout cet univers-là s'éteignait. Il y a à peu près plus de liens qui se sont maintenus avec les gens du travail au lendemain de la retraite. J'ai revu certaines personnes à quelques reprises seulement, mais c'est un pan de vie qui s'éteint. Ça, c'est difficile. C'est difficile de le concevoir. On est moins préparé à ça. C'est comme si on regardait toujours l'autre côté de la clôture, puis on dit, bon, on va préparer le terrain correctement pour comment ça va se passer l'autre bord de la clôture. Puis on a oublié qu'une fois qu'on a traversé, le terrain qu'on occupait n'existe plus. Oh, et ça fait mal, c'est dérangeant. Longtemps j'ai fait des rêves du travail pendant des années. Ça peut m'arriver encore d'avoir des rêves où je me retrouve dans un contexte du travail que je faisais. C'est sûr, c'est un univers qui s'éteint dans la réalité, mais pas dans ton intérieur. Et ça reste présent. C'est comme c'est des souvenirs maintenant. C'est quelque chose. C'est pour ça que je te dis, il y a comme une forme d'ambivalence. Est-ce que je le laisse ce monde-là, je le laisse pas? Puis peut-être que c'est mon ambivalence qui a fait en sorte que j'y reste accroché, mais j'ose croire que bien des gens, quand ils prennent leur retraite, continuent à penser à leur travail, à rêver à leur travail, à se retrouver dans des idées entourant le travail. Ça, c'est une facette, c'est un volet. Et de l'autre côté de la clôture, celui que j'avais si bien préparé s'est trouvé complètement chamboulé dans les quelques jours, quelques semaines suivant la retraite. D'abord,
je revenais dans ma maison. Au moment de ma retraite, j'avais 3 de mes enfants qui vivaient encore ici, mes 3 garçons. J'avais une conjointe que je fréquentais régulièrement. J'avais ma chienne. J'avais tout un univers à la maison qui m'attendait. Et bien sûr là que j'avais hâte de partager ces moments-là avec eux autres. En l'espace de quelques semaines, mes 3 garçons ont quitté la maison pour chacun des raisons personnelles, partir en appartement, partir vivre avec sa conjointe, partir. Oh, c'est comme alors les 3 garçons sont partis. Ma conjointe m'a laissé et ma chienne a été malade. J'ai été obligé de l'euthanasier. Alors, rendu j'ai pris ma retraite au mois de juillet, au mois de septembre, j'étais rendu seul chamboulé. dans ma grande maison, complètement seul. On peut voir ça comme quelque chose qui est absolument déprimant, renversant. C'est pas ça que j'avais prévu. Puis ma belle roulotte, partir tout seul, ça me tente moins. Fait que elle reste dans le driveway. Mais ça a été quelque chose d'autre qui s'est produit en moi. C'est comme je suis retourné à mes racines. Puis mes racines, c'est mes racines d'enfance qui étaient ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai arraché mes planchers, j'ai défoncé des murs, j'ai refait ma maison. Et c'était la maison familiale que j'avais achetée à l'époque avec une décoration qui était pas la mienne, qui était celle et OK. Donc là, c'est parti maintenant pour que j'étais seul dans ma maison, complètement. c'est comme si non, ce plancher-là, c'est fini, j'arrache ça. Ce mur-là, ce serait plus beau si c'était ouvert. L'entrée, je vais la refaire. Et pendant des semaines, la première année, à vrai dire, je l'ai passé assez en solitaire à refaire ma maison. Puis quand je disais que c'est mes racines d'enfance, c'est que mon père est ingénieur, puis il avait toujours des projets de construction, des projets de rénovation. Puis j'ai grandi pratiquement avec un marteau dans les mains quand j'étais jeune. En apprenant. C'est comme si je me suis retrouvé dans ce contexte d'avoir un marteau dans les mains au moment de ma retraite, puis de me retrouver, qui suis-je moi? Puis de donner la couleur à ma maison, ça a été de vraiment me réapproprier mes lieux, mon cocon, mon petit cocon à moi. Ça a été la première étape, je pense, de ce choc de la retraite qui était tout à fait imprévu. Voilà. Wow! OK. J'ai nagé dans quelque chose de... C'est incroyable, hein? Bousculant. Un déséquilibre total. Oui, OK. Donc là, je dirais plutôt, quels sont les impacts de la retraite sur votre santé mentale? Avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre santé mentale? Moi, je pense que ça a été... dans mon cas, moi, très sain, parce que c'est comme une renaissance, une retrouvaille avec moi-même, et de faire en sorte que ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Je n'ai plus de contrainte de faire des choses parce que je dois les faire, parce que un travail l'oblige, parce que un employeur me le demande ou parce que la réalité des autres fait en sorte que tu as une productivité à rendre. Mais là, c'est comme ce que je produis, c'était voulu. C'était à mon compte. C'est à mon compte complètement. Parfait. Alors, pour la santé mentale, puisque je me suis mis en mouvement, très bénéfique. Je pense que d'autres peuvent arriver dans ce contexte-là. Je mettrais une autre personne qui aurait vécu le même déséquilibre de tout perdre ses points de repère du jour au lendemain, peut-être qu'il serait sombré dans une dépression profonde. Mais ça n'a pas été votre cas. Non, j'ai vraiment savouré chaque instant, chaque planche que j'ai mise sur mon plancher, chaque coup de marteau que j'ai donné, j'ai eu du plaisir et de la satisfaction à voir mon milieu se métamorphoser. Puis je l'avais mis sur Internet comme ça, j'avais appelé ça la métamorphose. Wow. C'est tout un projet, hein? J'avais des photos de la transformation de mon milieu de vie qui était totale. Wow, OK. Mais c'est bien. OK. Comment définissez-vous la solitude après toutes ces expériences-là? Est-ce que c'est un manque de compagnie ou un manque d'objectifs? Ou un manque d'objectifs? Oui, dans la vie, comme la solitude. Oui.
avec la retraite qui est arrivée, avec tous ces changements-là, les enfants qui sont partis, les séparations, la solitude, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est un manque de compagnie, comme il n'y a pas la compagnie, donc vous vous retrouvez vraiment tout seul, ou c'est un manque d'objectif dans la vie? Mais tu parles dans les deux cas, tu parles d'un manque. Comme si la solitude était quelque chose qui manquait. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des réalités à l'extérieur de soi qui ne sont plus là, puis qu'on pourrait les voir comme des manques. Mais on peut voir ça aussi comme une opportunité de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui est pas un manque. Au contraire, c'est quelque chose, on est gagnant à prendre ce moment-là comme étant un moment de ressourcement, de retrouvailles avec soi-même, puis de reconstruction. Oui, c'est ça. Fait que, non, moi, j'ai pas tellement vécu ça comme un manque. C'est sûr que ma relation de couple qui s'est éteinte, oui. Il y a eu des manques flagrants au niveau affectif, amoureux. Oui, il y a des manques. Il y a des manques quand tu te ramasses seul. Je peux pas les nier. Ma chienne qui est décédée, oh mon Dieu, ça a été c'est mon amie de tous les jours, mais celle qui m'apportait la joie au quotidien, qui était tout le temps en train oui, c'est sûr que quand il est plus là, il y a un manque. Tu sais, mes garçons, la même chose. Oui, on peut le regarder sur cette occasion, sur cet angle-là. Oui. Moi, je peux pas dire que j'ai vécu ça intensément, le manque. Vous avez plutôt rebondi en cherchant toujours quelque chose de mieux à faire, quelque chose à régler, à améliorer, à reconstruire. Ouais, ça a été les deux étaient là. Je peux pas nier qu'il y a eu des manques quand même. Donc c'était plus un nouveau départ. Oui. Cette retraite-là. Un nouveau départ. Ouais. D'accord. OK. Parlons maintenant de l'aspect financier. Quelles sont les actions que vous avez mises en place avant votre retraite pour pouvoir bien la préparer? Sur le côté financier. Je me suis mal préparé, selon les livres. Selon les comptes. Selon les livres, il aurait fallu que je cumule beaucoup plus. Parce que le coût de la vie augmentant, il faut que tu ailles un montant quand même assez important pour pouvoir absorber toutes les décennies qui suivent le moment de la retraite. Moi j'en suis dans ma première décennie. J'ai mon fonds de pension qui est quand même assez généreux, faut l'admettre, celui de fonds de pension des employés du gouvernement. Puis en étant gestionnaire aussi, je bénéficiais de peut-être de condition encore meilleure que lorsque j'étais seulement professionnel. Au-delà de ça, il y a des REER que j'avais quand même eu l'opportunité de mettre de côté. Mais les contributions au REER, c'est surtout fait dans les dernières années. J'avais pas commencé jeune. Moi, je l'ai fait plus à partir du moment où j'ai été conscient, après la formation, par exemple. J'ai blitzé, j'ai fait un blitz d'investissement dans des... puis moi, j'ai choisi les fonds de solidarité ou de FTQ ou celui de CSN, le fonds d'action, qui donnait un retour d'impôt important, qui permettait de replacer des sous, puis d'aller au maximum de ce que je veux placer là-dedans pour avoir un montant quand même de côté pour des imprévus. Au-delà de ça, j'avais déjà un petit peu de fonds qui étaient en REER, mais pas tant que ça. C'est sûr que quand j'ai eu mon retour au travail, c'est venu aider. Tu sais, c'est comme parce qu'il y a eu des conditions particulières au niveau de la COVID. On pouvait retirer notre fonds de pension tout en cumulant du travail. Puis ça a été une double revenu pendant un an. C'est sûr que ça vient aider à mettre des sous de côté supplémentaires. Fait que le plan financier, ça a été coup-ci coup-ça, mais moi je considère, je suis pas super fortuné, moi là, je suis pas hyper riche. Maintenant, je trouve que je vis bien, il me manque de rien, je réponds à
à ce que j'ai envie de faire. Ouais. Puis je voyage pas 10 voyages par année. Je suis plutôt casanier à ce niveau-là. Puis quand je fais des petits voyages, c'est modeste. Là. Fait que donc je me ruine pas là-dedans. Puis fait que financièrement, ça va bien. OK. Donc, c'était après la formation en 2012 que vous avez commencé la préparation un peu avec Surtout. les rayets. Surtout. OK. Donc, il n'y avait pas un objectif précis, par exemple, de montant ou... Non? Comme avant la retraite, il n'y avait pas un objectif précis de... Ben, mon objectif avait été de contribuer au maximum dans ces parce que c'est 5 000 $ par année que tu peux mettre au maximum dans ces véhicules-là. Puis si tu veux en mettre d'autres, ben là, c'est dans des REER réguliers, ce que j'ai moins contribué, moi. J'ai plus utilisé comme véhicule là, D'accord. OK. Mais c'est... OK, on en apprend beaucoup, hein. C'est incroyable. Là, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie avant la retraite? Ben, c'est sûr que moi, j'ai été psychoéducateur pendant des années, j'ai été formateur. J'ai travaillé avec des sommités aussi au Québec. Là, Gilles Gendreau, le père de la psychoéducation, ben, j'ai travaillé de très, très près avec lui. Marc Leblanc, qui est un éminent chercheur du Québec aussi, que j'ai travaillé avec lui. Bon, c'est comme... Puis j'étais formateur et agent de développement. Je soufflais dans l'oreille des directions, de la construction des programmes, puis de la mise en place des conditions pour les équipes, ça. J'avais une expertise, quoi. Ouais. Cette expertise-là, elle a arrêté d'être active avec la retraite. Elle ne s'exerce plus. Ça, c'est peut-être un regret, si je peux dire un regret. Si j'avais un désir, c'est comment je pourrais faire profiter de ce que j'ai acquis pendant ma période de travail. J'ai pas l'opportunité de le faire. Puis le monde du travail se préoccupe pas de ce que je peux savoir ou de ce que je peux avoir fait ou de c'est pas en tout cas, ils n'ont pas le temps. Le monde du travail va tellement vite que les ressources, ils vont les chercher là où ils les ont proches. Ils font pas de recherche pour aller voir qui a déjà fait telle chose, puis comment pourrait-il contribuer à notre réalité d'aujourd'hui. Pour transmettre aussi, de génération en génération, transmettre ce qu'on connaît. En même temps, la responsabilité n'est pas seulement qu'à l'extérieur de moi. C'est moi, dans quelle mesure, moi, j'ai continuer à maintenir ces liens-là, à rechercher à être en lien, par exemple, avec le monde universitaire. Bon, est-ce que je me souviens quand j'ai été proche de la retraite, j'ai tenté de faire une incursion dans le monde universitaire pour faire de la supervision d'étudiants. Bon, la porte s'est entrouverte et s'est refermée. J'ai pas poussé. J'ai pas continué à vouloir mettre en place ce monde-là. C'est comme si c'était un désir de retourner au travail. Donc, pas au moment de la retraite, t'as pas le goût de retourner au travail. C'est comme tu viens de t'arrêter de ce type. Mais avec le temps, c'est comme cet aspect-là, s'il y avait eu des opportunités, peut-être que je les aurais prises. OK, donc vous avez coupé court avec le monde du travail complètement après justement l'expérience de la COVID, complètement. Vous avez coupé court avec le monde du travail? Oui. Il y a eu d'autres opportunités. Non. Un peu comme pour l'ONG, par exemple, il y a eu d'autres opportunités quand même de travailler, de montrer ce qu'on sait faire. Ah, bien sûr que j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres choses qui s'apparentent à du travail. Mais oui, même si c'est pas officiellement ou non, c'est sûr, pas, c'est sûr de la gestion. Aujourd'hui, j'en fais encore. Là, je suis président de conseil d'administration pour un club de bridge qui réunit une 60aine de personnes. Mais c'est quand même du travail de gestion que je fais. Il y a de la gestion entre les personnes, il y a de la gestion administrative, il y a de la gestion budgétaire, il y a de la gestion, je continue d'en faire.
C'est bon. me donne quelque chose qui est léger, qui est plaisant, Ouais. puis qui rapporte aussi beaucoup aux autres. Ok. Ouais. C'est sûr que là, c'est ça. Bon, toi, tu es au courant un peu pour ceux qui écouteraient ce reportage. Il y a aussi Monde solidaire Québec-Canada Ouais. que j'ai fondé, que j'ai mis sur pied. C'est un organisme qui venait en aide aux gens d'Afrique. Histoire courte, j'ai été invité par un de mes employés qui travaillait au CHSLD à aller visiter le Bénin. Je suis allé au Bénin. Ben oui. Je suis tombé en amour avec les gens là-bas, me rendre compte que les humains, peu importe la condition de vie dans laquelle ils vivent, il y a des gens de très grande qualité et très grande sensibilité. Puis il y a des liens affectifs qu'on peut construire avec quiconque sur cette planète. Moi, c'est ce que je constate par rapport à ce qu'on vit ici en Amérique du Nord, dans notre société de pèse sur le piton que j'appelle, où tout est facile, on a tout à proximité, on n'a pas, on se plaint de tout, mais on se plaint de ventre plein. Ouais. Alors que là-bas, les femmes portent le pays à bout de bras, ils ont l'eau sur leur tête, le bébé dans le dos, et les malades dans les deux bras, ils portent tout. On a une force mentale les femmes sont admirables dans des pays comme ceux-là. C'est elles qui portent beaucoup. Plus que les hommes, je crois. Les hommes portent autre chose, mais c'est différent. Ils ont les femmes, c'est le noyau. C'est comme s'ils ont un statut de je sais pas là, mais un peu plus. C'est comme ça. C'est la culture qui est faite comme ça, où les femmes travaillent beaucoup. Alors là-dessus, Monde solidaire, c'est un peu le pari qu'il a fait de venir éveiller ce mode de vie. Ouais, d'éveiller les gens à prendre soin de leur environnement. Ça a commencé par des petits gestes. Simplement, les femmes se sont regroupées pour ramasser les déchets à raison d'une fois par mois pendant 1 an avec l'objectif de nettoyer toute la ville. Ça a été accompli. Ça a développé une fierté, une sensibilité et par la suite, c'est devenu de faire la collecte, le tri, le recyclage de ces déchets-là, en produire avoir des produits qui peuvent revenir sur donc recycler les déchets, faire du charbon avec. Oui, j'ai vu le projet, et le charbon évite de couper des arbres. Puis pendant ce temps-là, ils ont un nouveau produit pour leur quotidien, pour faire leur nourriture dans leur four à bois là. Et ça se suit, on voit le changement. C'est un changement majeur de voir que et ça a un impact sur l'économie de ces femmes, puisqu'elles produisent des produits qui peuvent être commerçables. Utiles aussi, les revenus reviennent aux femmes. Les groupes de femmes se sont multipliés, elles se sont fédérées, elles ont maintenant un impact sur les décisions politiques, une influence. C'est le petit changement prend énormément d'ampleur. Puis je m'amuse à dire, on a envoyé un souffle du Québec en Afrique et ça l'a fait boule de neige. Et là-bas en Afrique, la neige ne fond pas. Je vais profiter pour déjà pour féliciter Monde solidaire Bénin qui fait un travail impeccable pour l'effort, pour les projets. Si vous ne connaissez pas, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir Monde solidaire Bénin. Franchement, c'est du bon travail et ils sont à féliciter. C'est remarquable, effectivement. Ils ont été d'un soutien incroyable pour les groupes de femmes, et à les animer autour de ces thèmes-là, de les aider à se former, de les booster, d'apprendre de nouvelles choses, fournir des lieux physiques pour pouvoir le faire, etc. Puis avec une persévérance, puis beaucoup d'enthousiasme malgré la faiblesse des moyens. Ça c'est remarquable de voir comment ils se sont appropriés. Avec le peu, on fait du grand. C'est ça. C'est spectaculaire.
Mais oui. Spectaculaire. Bon. Wow. Non, on a développé. Ben, on a fait ça pendant... Mais toi, la retraite, je parlais que j'étais dans ma maison au début. Oui. La maison s'est ouverte. Oui. J'ai commencé. Une autre chose que j'ai faite, la première chose que j'ai faite pour sortir de ma maison, je me suis dit, peut-être faire du bénévolat, ce serait une bonne chose. Maintenant que j'ai du temps, puis où est-ce que je vais faire du bénévolat? J'en avais déjà fait dans le passé. J'avais déjà fondé la Maison des jeunes à Saint-Sulpice, la Maison des jeunes, le Rivage. Lorsque j'étais au travail, j'avais aidé à contribuer à la mise en place de ce milieu-là pour les jeunes. Bon, j'avais œuvré dans le monde communautaire aussi par le biais de l'église. De l'église, OK. Oui, avec des regroupements pour les jeunes. Puis j'avais connu des sociétés qui viennent aider des familles en détresse. Mais je voyais souvent dans ces regroupements-là, des enjeux au niveau des personnes qui s'y impliquaient, des enjeux de pouvoir. Hein. De pouvoir, oui, qui allait être la présidente, qui allait être celle qui allait donner la drive à tous les autres, puis qui allait décider pour les autres, puis qui allait... Il y a comme des enjeux, des gains de pouvoir. Puis là, ça faisait des regroupements, puis des chicanes. Ouais. Bénévolat, pour moi, était synonyme de conflit. OK? À ce moment-là? J'en ai connu plusieurs, des organismes qui étaient conflictuels, puis ça me plaisait pas. Puis, je me suis dit, où est-ce que je vais aller? Puis, une opportunité s'est présentée à moi. Ça a été d'être bénévole pour la ville de Repentigny. À l'espace culturel. C'était un nouveau programme où ils embauchaient des bénévoles et c'était géré par la ville. Donc, pas de chichi de présidence, OK? C'était bien encadré. C'était pris en main par des personnes qui étaient rémunérées pour le faire, puis dûment attitrées, OK? Alors, bon, ben je vois là, ça va être strictement d'être bénévole, puis pour moi, c'était en connexion avec mes valeurs. Puisque ici, à Repentigny, je trouvais que c'était une ville dortoir. Les gens travaillaient à Montréal, venaient ici pour se reposer, ils retournaient à travailler, bon, ils passaient leur fin de semaine, retournaient travailler. Là, il fallait quelque chose pour donner vie. Et les voisins ne se connaissent pas. Oui. C'est chacun dans son auto sur l'autoroute, puis va se connecter avec son monde du travail, revient ici, puis pouf. Et moi, je m'étais dit, si je vais travailler pour l'espace culturel, c'est pour bâtir le sens d'une communauté au sein de la ville. J'avais connu Saint-Sulpice, qui était un petit village, 5000 habitants, on se connaissait tous, puis il y avait cette complicité harmonie aussi. Oui, puis une harmonie puis une complicité entre les gens. Le voisinage s'entraidait, se connaissait. Puis, bon, ici, oh mon Dieu, ça prendrait quelque chose. Et mon pari a été bon parce que on était là au tout début, en 2018, là, que j'ai commencé, et rapidement, l'espace culturel a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, l'espace culturel à Repentigny se fait remarquer par les médias. Il rassemble des dizaines de milliers de personnes pour certains événements. Il y a le centre d'art Diane Dufresne qui est maintenant très actif. Le théâtre Alphonse Desjardins qui a été construit. C'est comme ça a grandi. Et le centre-ville de Repentigny est maintenant vivant. Alors, ça a été mon pari d'investir sur quelque chose qui allait donner un résultat. Mais je pense que vous pouvez être fiers de vous, de tout ce parcours-là, surtout de ne pas sombrer, mais de revivre, de renaître avec tout ce que j'entends là. Franchement, je dis pas que j'ai hâte d'être à la retraite, mais il faut avoir cette flamme. Moi, je dirais que la retraite, quand je disais c'est l'occasion de se retrouver soi-même et ses valeurs, mais c'est plus que ça. Moi, je dirais que ça m'a donné l'opportunité de redonner un sens à la vie. Wow, et ça, le sens à la vie, quand on s'interroge, quand on a du temps pour se reconnecter avec ça, là, ça transcende le monde matériel. On s'en va vers quelque chose qui est d'ordre spirituel, puis pour pas dire ésotérique, il y a quelque chose qui va au-delà de
notre monde de consommation physique, oui. Qui va vite, puis qu'on est tout le temps dedans, puis le monde du travail. Et là, on a l'opportunité de se reconnecter avec l'immensité. On regarde le ciel, puis on voit l'infini. Wow. Et cet infini-là, on se reconnecte avec soi-même, puis on voit l'éternité. On se reconnecte. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui vient de cet ordre-là. Et le sens de la vie, pour moi, c'est d'avoir une raison de ce passage sur la Terre. Et cette raison-là, en ce qui me concerne, c'est celui de pouvoir être utile aux autres, de pouvoir donner aux autres, de pouvoir faire en sorte que ce que j'ai, je le partage. Ce que j'ai, et la vraie richesse, à mon avis, c'est celle-là, c'est celle de pouvoir partager des parcelles de bonheur. Et ça nous revient, ça. C'est comme, alors, c'est mon petit bonheur est là-dedans. Ok, voilà. D'accord. Ben, on va parler maintenant de cette nouvelle vie, de la nouvelle routine. À quoi ressemblent vos journées depuis que vous ne vous levez plus à 7 heures du matin? Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on se lève? On est en pyjama toute la journée? Ben, la journée ou la nuit. Est-ce qu'on ne fait plus la différence aussi? Mais non, c'est ça. C'est un tout. Tu vois, je peux me lever à 4 heures du matin parce que je dors plus. Et je vais me lever, je vais prendre un café. Moi, ça, c'est moi, ça. Oui. je vais avec mon biorhythme que j'appelle. Et si je suis fatigué à 10 heures le matin, ben je vais aller me recoucher simplement. Bon, bon. Et si j'ai l'opportunité de le faire, bien sûr. Il y a des journées que j'ai pas nécessairement le choix parce que j'ai pris des engagements, puis j'ai des activités qui m'animent, puis qui fait en sorte que, bon, ben... Il faut se bouger un peu. Je suis obligé de me fouetter très souvent pour réaliser ce pourquoi je me suis engagé. Et après coup, je me reposerai, tu sais. Puis, comme maman dit, quand on sera mort, on aura toute la vie pour se reposer. Exactement. Tout le temps de se reposer. Mais oui. C'est ça. Mais à quoi ça ressemble? Il y a des journées qui sont vraiment très, très, très cédulées. Il y a d'autres journées où c'est... Relax. On fait selon le besoin du corps. Ouais, mais je dirais que moi, ce qui me caractérise, c'est que je suis toujours actif, même si c'est relax. Wow, ok. Oui. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'expérience de la retraite comme quelque chose de magique, quelque chose de grand, de profond, de spirituel. Qu'est-ce qu'on ne découvre que quand on est à la retraite? Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, par exemple, là, moi, je ne peux pas l'apprendre, mais vous, qu'est-ce qu'on découvre une fois qu'on est à la retraite? Comme en général. Et tant que tu n'as pas pris ta retraite, tu ne pourrais pas, justement, comprendre cette chose-là. Comme un mystère, quelque chose... Ben, ça revient un peu à ce que je viens de parler de cette communion avec l'Éternel. Hein? Okay. Je l'avais cette flamme-là quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours eu. J'ai grandi dans une famille qui était pratiquante chrétienne et tout. Mais moi, j'ai fait des choix différents. Je suis pas nécessairement catholique pratiquant. Je ne le suis plus. En même temps, il y a beaucoup de choses dans l'Église que je vais contester, que je vais remettre en question. Ouais. Mais la conviction que nous appartenons à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et la vie, c'est la vie. La vie comme telle, cette flamme. On peut parler d'une flamme, on peut parler d'un souffle, hein, un tourbillon qui nous anime. La vie, c'est les 4 éléments réunis. L'eau, la terre, on l'a dans le corps, le feu, l'eau, l'air. Tout est là. Wow. Alors, s'il y a quelque chose que tu reconnectes, que tu découvres, c'est le temps de se remettre en contact avec les 4 éléments dans les 4 dimensions, ce que j'appelle les 4 dimensions. C'est les 3 dimensions matérielles plus celle du temps. La 4e dimension étant le temps qui s'écoule puis qui va toujours de plus en plus loin. Fait qu'on s'en va vers cette
fin inéluctable de la vie. On la voit venir tranquillement, de plus en plus vite, à chaque jour, à chaque mois, chaque année. Et on fréquente des gens qui sont de plus en plus proches de ça. Moi, quand je joue au bridge. Je joue au bridge plusieurs fois par semaine. Mais c'est sûr que les gens qui jouent au bridge, c'est parce qu'ils ont le temps de le faire. Ceux qui ont le temps de le faire, c'est des gens qui sont à la retraite. Puis, qui plus est, c'est un monde social aussi, le bridge, où les aînés se réunissent. Puis là, tu vois, mon partenaire, il a 83 ans. Il y en avait un partenaire de 96 ans qui est décédé. Bon, le monde de la mort, je le vois beaucoup plus. Oui, parce que le monde social dans lequel on baigne est beaucoup plus heurté par ça. Tu vas au bridge et souvent à la table, de quoi on parle? Bon, on parle des bobos, des maladies, de l'autre qui a le cancer, de ci, de ça. Puis la mort est un sujet de conversation beaucoup plus présent. Que lorsque tu travailles puis que tu es dans un monde de productivité puis non, c'est un autre, deux mondes différents. C'est un autre monde. Oui. Wow. Et bon, nous aussi on approche progressivement de la fin de cette discussion. Si vous deviez donner un conseil non financier à quelqu'un qui fait pas sa retraite, quel serait ce conseil-là? Un conseil non financier qui ne parle pas d'argent. Le conseil, il s'applique à tous, à tout le monde. Moi, c'est profiter de la vie à chaque instant qu'elle nous propose des défis. Les difficultés de la vie sont aussi des opportunités de grandir, de relever, de changer notre situation, de l'améliorer, de passer à autre chose. À chaque fois, chaque moment, comment on peut apprécier chaque repas, chaque bouchée qu'on prend, chaque plaisir qu'on a, chaque personne qu'on rencontre, chaque instant est unique et rempli de cette vie qui nous appartient. Puis, je souhaite à tout le monde de découvrir la profondeur de cette vie qu'on a tous et de ne pas se laisser aveugler par le monde matériel, par l'appât du gain, par la recherche du confort qu'on n'a jamais suffisamment dans le monde matériel. On en veut toujours plus. C'est le cas de Poutine et tous les autres. Ah oui. Ils aiment tellement la vie qu'ils en veulent plus. Mais dans le fond, ils aiment mal la vie. Ils aiment la vie matérielle. Si les gens regardaient davantage les bénéfices qu'on a à partager les richesses qu'on a entre nous et d'avoir le retour de l'ascenseur, je dirais. C'est le vrai bonheur, il est là. C'est ça qui donne reçoit, hein, toujours d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est ma dernière question déjà. En thème clé, si vous devez choisir entre cette vie de retraite ou la vie de salarié, c'est quoi le choix? Si vous avez le choix aujourd'hui de retourner travailler. Ok, je pense que je connais déjà la réponse. Les deux ont leur place dans la vie. Les deux ont leur place. Puis si j'ai l'opportunité de travailler, je vais le faire. Puis je le fais déjà souvent sans être payé de toute façon. Mais le travail, c'est une opportunité de vivre les choses autrement, puis de donner autrement au suivant. La retraite nous donne cette liberté-là de choisir où est-ce qu'on donne, où est-ce que c'est qu'on veut être actif. Alors, c'est sûr que cette liberté-là, elle a quelque chose de beaucoup plus séduisant que les contraintes du monde du travail. Ça, je suis d'accord. On arrive déjà à la fin de cette magnifique discussion. Ce que moi je retiens, et je pense que vous aussi vous retenez, c'est que la retraite demande autant de préparation qu'un début de carrière. On est d'accord. Et je vous remercie. Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette discussion-là, d'en apprendre un peu plus. Et je dirais, j'ai eu la chance de vous rencontrer, j'ai eu la chance de vous connaître, de manger les petits bouchées, de vous fréquenter, de sortir, de discuter avec vous. Franchement, merci beaucoup pour cette discussion-là. Je suis très reconnaissante. Et vous, comment vous avez trouvé
moi, je ne pouvais pas refuser cette invitation. C'était encore une fois une occasion de partage. Exactement. On ne fait que ça. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci à ceux qui nous regardent aussi d'être restés jusque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer de bons moments de fête, entourés de ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, bien sûr. Je remercie Monsieur Alain qui est derrière la caméra, qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Et prenez soin de vous. On se retrouve en 2026. Bye bye. Bonne année à tous. Bye bye. Alors, en guise de conclusion, on me demande une petite chanson, une chanson avec Noël qui s'en vient. Alors, je vous fais une chanson avec laquelle je vis en harmonie. Noël sans fin de Patrick Normand. Sur une terre trop inondée de désespoir, d'amour blessé, pour retrouver la renaissance du monde entier. À tous les hommes de cette terre, donnez le pain de l'univers, pour que Noël soit à jamais l'amour, la paix et non la faim.